Vous êtes à l'Esplanade, un espace collaboratif dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation sociale. Beaucoup de choses ont été accomplies depuis notre ouverture. Et le projet en fait a été développé avec une modeste ambition, celle de changer le monde. À travers l'Esplanade, on a un objectif, c'est celle d'initier un changement, un mouvement, un passage à l'action. Donc voilà, je voulais aussi remercier les 4 bénévoles qui ont accepté de colliger, que ce soit au niveau du son, au niveau de la vidéo, au niveau de la photo, au niveau de l'écrit. Donc je remercie Thibaut, je remercie Mathieu, je remercie Soraya et Roxane qui est là-bas. Merci beaucoup et bonne conférence. Donc bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup à l'Esplanade pour l'invitation. Donc évidemment mes sentiments sont mélangés, je suis ravi de voir autant de monde vouloir discuter de décroissance et en même temps vous me flanquez une méchante trouille, donc la chienne comme on dit au Québec, donc je suis un peu stressé mais bon ça va aller mieux dans quelques minutes sûrement. Donc je vais attaquer de manière très conventionnelle. Je vais essayer de présenter ce que c'est que pour moi que la décroissance. Et puis je vais quand même répondre aussi à la commande que Vincent m'avait passée, à savoir ok, décroissance, mais comment est-ce que on articule ça avec la question de l'entrepreneuriat, qui est quand même une de leurs préoccupations ici. Est-ce que c'est articulable ou pas? Donc je terminerai là-dessus. On gardera donc le meilleur pour la fin. Donc j'attaque sans plus tarder. Qu'est-ce que c'est donc que la décroissance? Donc c'est au départ ni un concept, ni un programme, c'est tout au plus un slogan provocateur, un mot au but, comme disait un de ses promoteurs en France, un mot au but lancé il y a à peu près une quinzaine d'années, plutôt en Europe au départ, et même surtout en France, un mot au but lancé contre une évidence, contre un dogme, qui est celui de la croissance économique. Alors qu'est-ce que c'est que cette croissance économique? Rappel rapide et schématique, c'est donc la hausse de la production de biens et de services ayant une valeur monétaire par une population donnée. Bon, c'est en somme, de manière encore plus schématique, c'est la hausse de la production de marchandises que mesure le fameux PIB, ou le produit intérieur brut. Pour ceux aujourd'hui qui prétendent être nos responsables et qui sont passés notamment à la COP21, la croissance économique est une nécessité absolue pour assurer notre bien-être individuel et collectif. Alors, il ne cesse de le rappeler sur toutes les tribunes. On peut déjà parier que la déclaration finale de la COP21 intégrera sans doute la référence à la nécessité de la croissance. On peut citer un des G20 récents, la déclaration finale d'un G20 récent. Donc, tous ces chefs d'État réunis, donc les 20 les plus puissants, unis par la volonté constante qui est la nôtre de travailler ensemble pour renforcer l'économie mondiale. La consolidation de la croissance et la création d'emplois sont notre priorité absolue. Nous sommes fermement déterminés à prendre des mesures décisives pour retrouver une trajectoire de croissance. Bon. Génératrice d'emplois, forte, durable et équilibrée. Le durable, le soutenable fait son retour, mais pour la croissance, pas du tout pour la question écologique dans ces discours-là. Donc, qu'est-ce que c'est que la décroissance par rapport à ça? C'est tout simplement, d'abord, une critique, un refus, un rejet, une remise en question de cette conviction. Alors, le mot décroissance peut prêter à confusion, dans la mesure où il laisse entendre que l'objectif serait une baisse du PIB, une décroissance économique. Mais une décroissance infinie n'aurait pas plus de sens qu'une croissance infinie. Il s'agit plutôt d'appeler à une rupture vis-à-vis de notre croissancisme, de la dynamique dans laquelle nous sommes embarqués. Il s'agit de proposer un pas de côté, autre formule qu'on entend souvent, pour sortir de cette course à la production de marchandises. Alors, donc, le terme « accroissance », avec le « a » privatif, serait plus juste, en fait, pour désigner ce qu'on veut mettre de l'avant. Mais évidemment, il est plus difficile à utiliser, notamment à l'oral. Si je vous parle de la croissance, vous essayez de montrer que c'est un privatif, vous risquez de comprendre l'inverse de ce que je veux dire. Bon. Donc par ailleurs, le terme décroissance, il a une autre vertu, c'est qu'il provoque le débat. Il provoque le débat et éventuellement la réflexion. Et il a aussi le très grand mérite d'être tout à fait irrécupérable par celles et ceux qui tiennent absolument à maintenir l'ordre en place. Au contraire des notions de développement durable ou d'économie circulaire, par exemple, aujourd'hui, que l'industrie n'a aucun problème à adopter, qu'elle intègre, qu'elle digère très très rapidement, d'où l'entrée de la notion de développement durable presque sans problème dans des lieux comme HEC Montréal. Promettre un développement durable à un homme ou une femme d'affaires, c'est lui promettre la réalisation de son rêve le plus cher, au contraire de l'idée de décroissance. Mais alors pourquoi justement ce refus de la croissance? Pourquoi en appeler à cette rupture? Donc trois raisons essentielles qu'on va retrouver à peu près toujours dans les discours décroissancistes, mettant parfois l'accent sur l'un ou l'autre. Je les mets sur un même plan.
D'abord, la première raison, la plus évidente, c'est que la croissance, elle est destructrice de notre maison commune, la planète Terre. Produire toujours plus de marchandises implique de consommer toujours plus de ressources naturelles et de générer toujours plus de déchets. On peut bien sûr limiter les dégâts, faire des efforts, faire des progrès là-dessus, il y en a beaucoup à faire, mais pour l'heure, nous restons tout à fait incapables de découpler ou de dissocier croissance économique et impact écologique de cette croissance. On ne sait pas faire. Quand la croissance monte, les dégâts augmentent aussi nécessairement. Ils peuvent augmenter moins vite, on a un découplage relatif, mais on n'a pas un découplage absolu, or c'est ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, pour avoir le respect des limites biophysiques d'un côté et la croissance économique de l'autre. Donc par ailleurs, actuellement, les indices d'un dépassement des limites biophysiques de notre planète n'arrêtent pas de s'accumuler. Donc pour le dire avec une image, le garde-manger terrestre se vide toujours plus vite et la poubelle déborde sans cesse davantage. En fait. Pour le dire encore autrement, on est entré dans ce que de plus en plus de scientifiques proposent d'appeler l'anthropocène, soit une nouvelle ère géologique dans laquelle on serait rentré avec la révolution industrielle et qui serait caractérisée par le fait qu'une espèce vivante, la nôtre, serait devenue la force géologique dominante de la planète, sur la planète. Alors, adopter ce concept n'est pas innocent, ça revient à dire notamment que la notion de crise écologique est tout à fait inadéquate. Ce bouleversement de la géologie terrestre, dans toutes ses dimensions, qu'il s'agisse de l'atmosphère, de l'hydrosphère, de la biosphère, de la lithosphère, ce bouleversement, il n'a rien de passager, ce que la notion de crise tente de restituer. On n'est pas dans une crise, on est dans un bouleversement qui est là, et qui est là pour s'approfondir actuellement et pour durer. Et au rythme où vont les choses, ce qu'on risque, c'est tout simplement l'effondrement de notre civilisation. Alors, est-ce que c'est par manque de ressources, par excès de déchets? On ne sait pas trop. Mais tous ceux qui se penchent sur cette question aujourd'hui sont de plus en plus convaincus que c'est ce qui nous pend au nez, pour parler un peu vulgairement, et ça nous pend au nez donc à une échéance qui semble très, très rapprochée, puisqu'on parle de quelque chose qui pourrait se produire avant la fin du siècle. Alors, ceux qui l'ont dit les premiers, c'est la fameuse équipe Meadows en 1972 avec Halte à la croissance, mais depuis, de plus en plus de gens les rejoignent, de plus en plus de chercheurs les rejoignent. Il y a un livre qui fait le buzz actuellement, c'est le livre de Pablo Servini et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer, qui fait un peu le bilan de toutes ces analyses et qui n'est pas du tout rassurant sur ce plan-là. Donc c'est un risque qui est plausible, d'abord parce qu'on est dans cette logique cette poursuite de la logique croissanciste, donc elle n'est absolument pas interrompue, même si elle s'est ralentie en Occident. À l'échelle mondiale, on voit quand même un taux de croissance qui reste tout à fait significatif. Mais par ailleurs, donc, ce risque d'effondrement, c'est une réalité qui est très difficile à appréhender. On n'est pas du tout prêt à la sentir venir. Première raison, parce que évidemment, c'est une réalité très effrayante. Enfin, bon, ça empêche de dormir quand même. Donc, et c'est quand même bien de dormir aussi. Donc c'est une première raison pour laquelle on va avoir du mal à accepter cette idée-là. Par ailleurs, les signaux de cette dégradation sont aussi très peu visibles. Nos facultés mentales, nos facultés émotionnelles, là aussi, ne nous donnent pas les moyens d'appréhender ce risque-là. C'est aussi un risque qui repose sur des phénomènes assez contre-intuitifs. On est face à des phénomènes qui sont non linéaires, donc des choses là encore, nos facultés ne nous prédisposent pas finalement à appréhender. Pour prendre un exemple tout simple, une des craintes aujourd'hui, c'est la fameuse fonte du pergélisol, donc cette zone de sol gelé, donc au-delà du cercle arctique. On sait que ce pergélisol tient prisonnier actuellement de grosses quantités de méthane, qui est un gaz à effet de serre bien plus dangereux sur ce plan-là que le CO2. Donc la crainte, c'est que ce pergélisol, de façon assez rapide, libère ce méthane qui va venir accélérer en fait à ce moment-là le réchauffement. Donc on aurait un seuil en fait, un seuil qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va donc traverser, et on ne sait pas non plus quels vont être ses effets. Donc voilà typiquement le genre de phénomènes qui sont difficiles en fait à appréhender pour nous. Et puis fondamentalement, on est face à quelque chose de totalement imprévisible. C'est-à-dire que on peut pas répliquer l'expérience. Ça n'a jamais été fait. Une dégradation écologique de ce type-là sur une échelle de temps aussi courte, on ne sait pas ce que ça va faire. Donc tout ça finalement rend plausible le fait qu'on continue dans la dynamique actuelle pour produire finalement cet effondrement. Alors donc voilà pour le premier argument. On pourra revenir plus en détail sur des aspects plus techniques de cette discussion plus tard. Mais première raison de refuser la croissance, sa dimension destructrice. Deuxième raison,
moins souvent associée à la décroissance, mais pourtant très présente chez la plupart de ceux qui défendent cette idée. On refuse la croissance parce qu'elle nous semble aussi foncièrement injuste. D'abord parce qu'elle tend à favoriser une minorité d'entre nous qui se trouve en position d'exploiter le travail de la majorité. Donc on est face à une forme d'injustice qui est intragénérationnelle. Pour le dire de manière très ramassée, on peut citer la phrase de conclusion d'un des derniers rapports du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, donc ce programme qui est chargé de soutenir le développement des pays, notamment du Sud. Donc ce résumé se terminait de manière très négative par la phrase suivante: le monde est plus inégalitaire aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été depuis la Seconde Guerre. Bon. Donc une espèce d'aveu d'échec terrible pour ce programme. Bon, pour le dire encore autrement, pourquoi cette injustice? Parce que cette course à la production de marchandises, c'est dans une large mesure la course du renard libre dans le poulailler libre. Hein. On part sur des bases qui sont très inégales au départ, et ça peut difficilement générer autre chose que des inégalités. Donc ça, c'est l'injustice intragénérationnelle. On a aussi évidemment une injustice intergénérationnelle. Donc là, on revient sur la question écologique. Tout ce qu'on détruit aujourd'hui, tout ce qu'on fait disparaître, qu'il s'agisse de ressources non renouvelables ou de ressources renouvelables, mais qui, à partir d'un certain seuil d'exploitation, finissent par disparaître aussi. Donc tout ça, ça disparaît pour les générations futures. Donc il y a évidemment une forme d'injustice aussi intergénérationnelle qui est en jeu ici. Et enfin, dernière idée, dernière dimension autour de cette question de l'injustice, c'est que tout ce qu'on dégrade, tout ce qu'on détruit aujourd'hui, ça vient réduire, dégrader les possibilités d'existence des autres êtres vivants, et notamment des autres êtres sensibles sur la planète. D'un côté, il y a une destruction massive de la vie sauvage, et de l'autre, il y a une exploitation violente de millions d'animaux d'élevage. Bon, donc quelque chose qui, là aussi, du point de vue philosophique et du point de vue moral, peut être considéré comme une injustice très grave, associée à la logique croissanciste dans laquelle nous sommes embarqués. Donc voilà pour les deux premières critiques. Pourquoi refuser la croissance? Parce qu'elle est destructrice, parce qu'elle semble foncièrement injuste. Troisième motif, moins souvent évoqué, mais tout à fait essentiel, qui nous distingue beaucoup d'approches comme celle du développement durable. On va refuser la course à la croissance aussi parce qu'elle nous semble aliénante. Dit autrement, elle nous empêche de rester maîtres de nous-mêmes. Ça va à l'encontre de notre aspiration à la liberté. On subit une double domination. D'abord, la domination des machines, de la technoscience, pour le dire plus généralement. Cette course à la production de marchandises, elle repose, depuis le début, sur des machines et sur des systèmes techniques qui sont toujours plus puissants, toujours plus sophistiqués. Ces machines nous sont présentées, nous sont vendues comme un moyen de réduire notre labeur. Elles semblent surtout, en fait, réduire notre autonomie. On peut choisir aujourd'hui, par exemple, sa marque de voiture, mais il est presque impossible de faire le choix de vivre sans voiture. Et avec la voiture vient l'industrie pétrolière, vient l'armée qui la protège, vient l'industrie automobile, vient le réseau routier, les travaux publics, la banlieue et l'étalement urbain. C'est donc tout un système sur lequel il est ridicule de prétendre que nous avons le contrôle. Prétendre que la voiture est un simple moyen entre nos mains, c'est prétendre que tout ce système-là serait sous notre contrôle. C'est tout à fait illusoire. Dans une certaine mesure, nous sommes au service de l'automobile, bien plus que l'inverse. Et je m'étonne en ce moment qu'il n'y ait pas plus d'observateurs pour souligner le fait que l'ennemi public numéro 1 en Occident, à savoir Daesh, n'existe que parce qu'il est financé directement et indirectement par le pétrole, c'est-à-dire par le carburant que nous donnons à nos voitures, à nos camions, à nos avions. Daesh, pour une part, est une création de ces machines. D'une manière générale, nous pourrions dire que nous sommes devenus les moyens de nos outils. C'est une idée qui est magnifiquement mise en image dans le film Matrix, mais qui est mise en image d'une façon telle que ça nous paraît très lointain, alors que cette idée-là, elle est pour une part constitutive de notre présent. Donc voilà pour la première domination que nous fait subir cette logique de croissance dans laquelle nous sommes embarqués. La deuxième domination, c'est la domination de l'économie. Pour vivre aujourd'hui, il nous faut consommer des marchandises. Nous avons le choix entre un tas de marchandises. C'est la liberté libérale. Mais nous n'avons guère la possibilité de nous passer de marchandises. Pour les acquérir, ces marchandises, par ailleurs, il nous faut de l'argent que nous allons obtenir pour la plus grande part d'entre nous en vendant notre force de travail à des entreprises. Là encore, nous avons dans le meilleur des cas, pour les plus chanceux d'entre nous, le choix de notre entreprise. Mais nous n'avons pas le choix que d'aller nous vendre à une entreprise. Et celle-ci ne va nous donner l'argent convoité que dans la mesure où notre force de travail lui sera profitable, contribuera à l'accumulation du capital. En résumé, nous sommes contraints, d'une manière ou d'une autre, de contribuer à cette course à la production de marchandises, qu'on le veuille ou non, sous peine de rester dans les marges de notre monde, avec en général une identité négative ou pas d'identité du tout. Et on y est tellement habitué, tellement accoutumé, que obtenir un travail est vécu par la plus grande part d'entre nous comme le plus grand des privilèges.
Et il faut tout le recul critique d'un artiste comme Bukowski pour dénoncer ce que cette vie peut avoir d'absurde et de profondément aliénant pour beaucoup d'entre nous. Je cite Bukowski. « Comment diable un être humain peut-il se réjouir de se faire réveiller à 6h30 du matin par une alarme, sauter du lit, s'habiller, se forcer à avaler quelque chose, chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux, puis affronter des embouteillages pour aller faire gagner un paquet de fric à quelqu'un qui s'attend en plus à ce qu'on lui en soit reconnaissant ?» Alors, évidemment, on n'est pas tous salariés. Donc, ceux d'entre nous qui ne sont pas salariés, est-ce qu'on subit aussi cette domination ? Est-ce que leur vie est moins aliénée ? Ne sont-ils pas forcés, et j'imagine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont dans ce cas, ne sont-ils pas forcés, plus encore que tout le monde, à être productifs, rentables, attractifs, vendeurs, au mépris souvent de toutes leurs autres préoccupations ? Est-ce que ceux qui ne sont pas salariés, et qui sont soumis à cette contrainte aussi, est-ce qu'ils peuvent prétendre être au dehors de ce que le sociologue Max Weber appelait la cage d'acier du capitalisme, et dont il décrivait ainsi la discipline ? Je cite Max Weber. « Chacun trouve aujourd'hui, en naissant, l'économie capitaliste établie comme un immense cosmos, un habitacle dans lequel il doit vivre et auquel il ne peut rien changer, du moins en tant qu'individu. Dans la mesure où l'individu est impliqué dans les rapports de l'économie de marché, il est contraint de se conformer aux règles d'action capitaliste. Le fabricant, qui agirait continuellement à l'encontre de ces règles, serait éliminé de la scène économique tout aussi infailliblement que serait jeté à la rue l'ouvrier qui ne pourrait ou ne voudrait s'y adapter. » Alors, est-ce que les vies que nous menons dans cette cage sont vraiment dignes de ce que nous prétendons être ? À chacun d'en juger, mais qu'en est-il vraiment de cette liberté que nous affirmons avoir conquise, par rapport notamment à d'autres mondes, d'autres régimes politiques ? Alors peut-être en fait que nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser en fait la question et à penser un peu comme Bukowski. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que, et là je m'appuie sur des données, sur des chiffres, notamment produits par des économistes, on observe qu'il n'y a plus de corrélation entre croissance économique et bien-être dans nos sociétés. On nous vend la croissance comme une des conditions nécessaires, pas suffisantes, mais une condition nécessaire au bien-être. Or, en fait, la corrélation entre les deux phénomènes, bien-être et croissance, n'est plus observée. Que ce bien-être soit évalué de manière subjective ou objective. Subjective, ça veut dire, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes heureux ? Bon, un indicateur de bien-être qui vaut ce qu'il vaut. Un indicateur objectif, ce serait, par exemple, l'espérance de vie, dont nous sommes très très fiers en Occident, ou le niveau d'éducation. Alors donc, on observe que, par exemple, en ce qui concerne le sentiment de bonheur, à partir de 15 000 $ par an, par habitant de PIB, il n'y a plus de corrélation. On peut bien vouloir faire augmenter le PIB, ça n'aura plus d'effet sur le sentiment de bien-être, ou de mal-être d'ailleurs, mais il n'y a plus de corrélation, plus d'effet. Donc même chose avec le niveau d'éducation, là, c'est à partir de 12 000 $, espérance de vie 18 000 $. Bon, peu importe les chiffres, ce qui est important, c'est de retenir cette idée que le lien qui est bien souvent mis de l'avant par nos responsables pour faire valoir la croissance, on ne peut pas aujourd'hui l'associer à une augmentation ou à une baisse du bien-être. Il n'y a plus d'effet, tout simplement. En tout cas, pas d'effet mesurable. À quoi bon alors vouloir maintenir à tout prix la croissance, comme le prétendent nos dirigeants ? D'autant que cette croissance semble de plus en plus difficile à atteindre en Occident, puisqu'on est rentré dans une période qui semble être une période de stagnation séculaire, comme disent les économistes. Bon. Alors c'est là qu'arrive la décroissance soutenable, qu'arrive la proposition d'une décroissance soutenable. Pourquoi ne pas en sortir ? Puisqu'il y a les trois raisons que j'ai évoquées, plus le fait qu'il n'y a plus de lien avec le bien-être. Alors cette décroissance soutenable, sur son volet positif et non plus critique, repose sur trois idées, trois principes essentiels. Le premier est tout simple, c'est produire moins, plus que consommer moins. Évidemment, si on produit moins, on consommera moins aussi. Donc mettre des limites à nos capacités de production, c'est le premier choix à faire, le plus essentiel. Évidemment, si on produit moins, mais si par ailleurs la distribution des richesses produites ou des richesses en général ne change pas, ça va être très dur, ça va être l'austérité en pire. Donc il faut produire moins, mais on arrive ici au deuxième principe, qui est celui de partager plus. Il faut partager. Partager plus, alors le mot est gentil, mignon, ça fait un peu chrétien, catho, mais si on assume cette idée jusqu'au bout, évidemment, ça veut dire mettre des limites, notamment aux possibilités d'appropriation des ressources vitales. Donc ça veut dire en fait mettre des limites à la propriété privée, mais aussi la propriété collective. Donc ça, c'est le deuxième principe, le partage. Et puis le troisième, qui renvoie à toute la critique que je viens de faire, la critique de la technique, la critique de l'économie, c'est aussi décider vraiment de notre destin, reprendre le contrôle de nos vies qui, très largement, nous échappent, comme j'ai essayé de le faire sentir tout à l'heure. Ça veut dire donc mettre des limites au pouvoir de l'argent, d'un côté, donc sortir des plutocraties dans lesquelles nous sommes,
mais sortir aussi des expertocraties dans lesquelles nous sommes. C'est-à-dire qu'on a cette double domination, l'argent, et puis les experts, l'expert et la technoscience. Hein. Donc pour reconquérir de l'autonomie véritable, donc pour décider vraiment de nos vies. Alors on voit bien que ça suppose un saut assez considérable, ça suppose une remise en question fondamentale de notre façon de vivre ensemble. Donc face à ce saut, et ce que ça peut avoir de vertigineux, on peut se poser la question, pourquoi tout mettre à terre? Pourquoi vouloir tout mettre à terre? Pourquoi ne pas opter plutôt pour une solution réformiste, par étapes, comme celle du développement durable? On y revient. Alors, pourquoi le refuser? Parce que tant que la croissance reste un objectif, le problème demeure entier. Hein. On ne sort pas des problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Au mieux, dans le meilleur des cas, le développement durable permettra de repousser l'échéance à plus tard, l'échéance de cet effondrement que j'évoquais, ou en tout cas d'une dégradation très significative de nos conditions de vie. Donc, le développement durable peut repousser cette échéance. Comme le disent méchamment certains objecteurs de croissance en France, c'est polluer moins pour polluer plus longtemps. Dans les faits, ça c'est dans le meilleur des cas, hein, dans le meilleur des cas. Dans les faits, maintenant on a quand même un certain recul sur ce qui s'est passé. La dégradation écologique, elle n'a absolument pas ralenti depuis que l'idéologie du développement durable a été adoptée par les autorités politiques et économiques de nos sociétés. Aucun effet depuis la sortie du rapport Brundtland en 1987. On voit pas ce que ça a pu changer dans la dynamique de destruction que j'évoquais tout à l'heure. Donc à mon avis, j'étais plus réticent au début face à ce que je vais dire maintenant, et j'en suis de plus en plus convaincu. À mon avis, cette idéologie du développement durable est en fait très dangereuse. Bien plus que celle des climato-sceptiques, qui en fait trompent plus grand monde aujourd'hui. Hein. Bon, il y a plus grand monde qui embarque, encore un peu, mais c'est très mineur. Le discours du développement durable est très dangereux parce qu'il nous endort, en fait. Il nous endort parce qu'il nous rassure. Il nous rassure sur la possibilité, justement, d'arriver à combiner croissance économique, justice sociale et respect des limites biophysiques de la planète. Alors que ce qu'on constate, c'est que, pour l'instant, justement, cette combinaison ne se fait pas. Et il semble qu'on soit bien loin de pouvoir l'obtenir. Donc une croissance infinie dans un monde fini, c'est tout simplement pas possible. Donc continuer à croître, c'est courir effectivement vers l'effondrement. Donc voilà pourquoi toutes ces positions réformistes, qui sont tentantes, qui sont rassurantes, pourquoi on les rejette? Alors on a le développement durable, mais on a des avatars contemporains comme l'économie circulaire ou la croissance verte. C'est la même idée à chaque fois. C'est toujours l'idée qu'on pourrait réussir à combiner tout ça. Alors que faire? Face à tout ça. La direction générale, je l'ai donnée, produire moins, partager plus, décider vraiment, pour aller vers des sociétés soutenables, égalitaires et émancipatrices. Voilà la direction générale. Bon. La stratégie, elle repose sur trois dimensions, trois stratégies qu'il faut combiner, qu'il faut associer les unes aux autres. Il faut développer des alternatives concrètes, ce que contribue à faire l'esplanade, il me semble. Développer des alternatives concrètes dans un souci de démocratisation, d'autoproduction au sens de reprise de contrôle justement de ce qu'on produit, produire ce qu'on consomme, consommer ce qu'on produit, dans un souci de communalisation, c'est-à-dire de partage, et dans un souci d'entraide. Pas mal de choses qui sont tentées ici notamment, et ailleurs. Donc développer des alternatives concrètes, première stratégie. Deuxième stratégie, militer, débattre, rendre visibles ces idées dans l'espace public, dans l'espace politique, d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être créer un parti, ça peut être essayer d'intégrer un parti, il y a toutes sortes de façons de militer, ou ça peut être évidemment d'aller bloquer par exemple un pipeline comme ça a été fait hier avec beaucoup de succès sur un des pipelines de Enbridge. Donc c'est une autre façon d'agir politiquement pour faire valoir ses idées et commencer à interroger cette évidence de la croissance. Alors, en général, dans la décroissance, pour l'instant, ce qui est proposé, c'est des solutions non violentes. Alors, ça peut passer par la désobéissance civile, ça peut passer par de la violence à l'égard des choses, mais pas à l'égard des personnes. Bon, c'est une des critiques que les anarchistes adressent aux objecteurs de croissance. Ils trouvent un peu trop bisounours des fois. C'est un bon débat à avoir, effectivement. Et puis troisième dimension de cette stratégie, c'est tout le travail de théorisation, de réflexion, de conception en fait d'un projet de société global, un projet de décroissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rester juste aux alternatives concrètes, on ne peut pas simplement en rester à la militance, à la critique, au débat. Il faut évidemment travailler à essayer d'imaginer, de concevoir à quoi pourrait ressembler effectivement une société post-croissance. Alors ce travail de réflexion, qui est évidemment plus ma partie, c'est plus pour ça que vous me payez, puisque je suis payé par les Québécois pour faire ça, ce travail de réflexion débouche, au moins en ce qui me concerne, sur l'idée qu'il faut avant tout arrêter la machine à produire des marchandises. La machine à produire des marchandises, c'est quoi? C'est l'entreprise.
L'entreprise dite capitaliste, l'entreprise à but lucratif. Bon. Et pour ça, pour arrêter cette machine à produire des marchandises, il faut évidemment arrêter son moteur. Et ce moteur, c'est le salariat. C'est-à-dire la nécessité pour la plupart d'entre nous de contribuer à produire des marchandises pour assurer notre vie matérielle. Si on veut manger, il faut qu'on rentre dans le jeu de l'entreprise. Bon. Donc il faut casser cette nécessité du salariat. L'objectif ultime qu'on doit viser, là je parle encore en termes de direction, ça doit être de garantir à chacun un accès direct et inconditionnel surtout, aux moyens matériels et immatériels nécessaires à la production de son existence. Bon. Ça c'est l'objectif, c'est la direction. À court terme, ça suppose notamment, ou par exemple, de réduire le temps de travail, sans perte de revenus, mais de le réduire de manière très significative. Et éventuellement, pour aller un peu plus loin, de mettre en place des dispositifs de revenus inconditionnels d'existence. Vous avez vu sans doute que la Finlande va sans doute se lancer un premier programme de ce type à l'échelle du pays. Pourquoi faire ça ? Pour reconquérir justement de l'autonomie par rapport aux règles d'action capitaliste, comme dit Weber, et que j'évoquais tout à l'heure. À plus long terme, donc au-delà de cette première reconquête d'autonomie, il faut faire en sorte que nos moyens d'existence ne fassent plus l'objet d'une appropriation au sens plein du terme, ni privée ni collective. Autrement dit, il faut sortir de l'idée de propriété, en tout cas sortir de l'idée de propriété lucrative. On peut en discuter, protéger l'idée d'une propriété d'usage, oui, pourquoi pas, mais en tout cas, il faut en finir avec l'idée d'une propriété lucrative. Il faut aussi sortir de l'alternative marché-État, dans laquelle on est très largement prisonnier. Un des apports, à mon avis, de la décroissance, c'est précisément d'essayer de nous libérer de cette opposition. C'est-à-dire aussi de nous libérer de l'opposition socialisme-capitalisme libéral, en les mettant pratiquement dans le même sac. C'est la position de la décroissance, qui fait son originalité, sa difficulté aussi. Alors pour faire quoi ? Si on sort de cette alternative, si on sort de ce modèle, on a une direction, on a une piste qui prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de gens y travaillent, c'est la piste des communs. Il faut reconstituer des communs sur lesquels chacun devrait pouvoir jouir d'un même droit d'accès et de contrôle. La gestion de ces communs doit être fondamentalement démocratique. Elle doit viser à satisfaire équitablement les besoins de chacun, dans le souci d'entretenir ces communs pour les humains du futur. Et j'ajouterais, dans le souci de préserver les conditions d'existence des autres êtres vivants qui peuplent notre planète. Si on ajoute cette préoccupation pour ces autres êtres vivants, on voit bien tout de suite que ça nous impose un certain nombre de limitations dans notre usage de ces communs et donc aussi dans notre potentielle destruction de ces communs. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'histoire, l'anthropologie nous apprennent que, contrairement aux affirmations de la plupart des économistes et de bon nombre d'écologistes, malheureusement, les humains ont généralement été tout à fait capables, en fait, d'instituer de tels communs. Je vous renvoie, entre autres, au travail de Elinor Ostrom, qui a de plus en plus de succès aujourd'hui, qui est de plus en plus utilisé, qui fait la démonstration que, oui, les humains ont été capables de s'occuper de ressources fragiles, limitées, de manière tout à fait durable et équitable. Par ailleurs, autre bonne nouvelle, à laquelle beaucoup d'entre vous sont associés d'une manière ou d'une autre, c'est que grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, on a redécouvert les vertus de ces communs, avec les communs numériques. Donc il y a tout un champ qui s'est développé, qui nous a montré tout le potentiel que ça représente. On voit bien que ces communs numériques font l'objet de ce que certains appellent une nouvelle enclosure. C'est-à-dire que là, on a un capitalisme qui va tenter d'en tirer parti, qui va tenter de se l'approprier, etc. Donc il y a tout un rapport de force, évidemment, qui est en jeu là-dedans, mais l'exemple même de ces communs numériques nous montre qu'il y a du potentiel. Il faut simplement étendre le principe de ces communs à toutes nos ressources, notamment les plus essentielles, celles qui sont les plus vitales pour nous. Alors voilà pour la direction, et donc la proposition positive qu'on pourrait faire, c'est cette redécouverte des communs. Alors qu'est-ce que devient l'entrepreneur dans cette histoire ? Je ne sais pas où j'en suis, Vincent, en termes de temps, ça va ? Qu'est-ce que devient l'entrepreneur dans cette histoire ? S'il faut en finir avec l'entreprise, est-ce qu'il faut en finir avec l'entrepreneur ? À mon avis, pas du tout, et même en fait au contraire. Donc merci de m'avoir obligé à y réfléchir. Mais si je me fie à Schumpeter, qui à mes yeux reste quand même l'auteur le plus intéressant sur l'entrepreneur, sur la question de l'entrepreneur. Pour Schumpeter, donc l'entrepreneur, c'est avant tout un innovateur. Et Schumpeter dit, c'est quoi cet innovateur ? C'est celui qui exécute de nouvelles combinaisons.
Alors, on a justement un besoin urgent d'innovation. Il s'agit d'inventer des nouvelles manières de vivre ensemble, ce qui suppose de prendre appui sur des humains qui vont être capables de créer des nouveaux chemins. C'est une autre des métaphores qu'utilise Schumpeter pour essayer de caractériser le rôle de l'entrepreneur. Donc on a absolument besoin de ces humains qui vont être capables de s'extraire des chemins qui existent pour en créer de nouveaux. Et c'est la caractéristique première de ces entrepreneurs. Par ailleurs, nous dit Schumpeter, l'entrepreneur n'est pas motivé par l'argent. Il est motivé par toutes sortes de choses, sauf par le fric. Il y a des passages très intéressants de Schumpeter là-dessus. Alors, il évoque plusieurs choses. Il parle du rêve de se constituer un royaume personnel. Bon, ça, on voit bien que ça peut avoir quelques accointances avec le capitalisme, mais pas forcément. Il y a quand même toutes sortes de royaumes. Il parle aussi du désir de conquête. Là aussi, ça peut être problématique. Mais il parle aussi tout simplement du plaisir, de la joie de créer, qui pour lui semble être au fondement même de la dynamique de l'effort de l'entrepreneur. Plaisir et joie de créer. En somme, pour Schumpeter, l'entrepreneur est tout à fait essentiel au capitalisme. Et c'est au cœur de sa thèse. Mais l'entrepreneur n'est pas un capitaliste. Son travail va être utilisé par les capitalistes, mais lui-même n'en est pas un. Donc, en fait, l'entrepreneur, il est tout à fait récupérable par la décroissance. Dans une perspective de décroissance, il n'y a aucun problème. Je ne vois pas d'obstacle à ça, pas du tout. L'essentiel, évidemment, donc tout n'est pas gagné d'avance, mais l'essentiel, c'est de réussir à mettre sa passion, d'innover, au service des valeurs que j'ai mises de l'avant tout à l'heure. Le respect de la vie, l'égalité, notamment entre les humains, et puis l'autonomie. Mais l'autonomie, c'est quand même quelque chose, là aussi, sur laquelle on devrait se rejoindre avec l'entrepreneur. Bon. Enfin, on peut même, en poussant un peu le bouchon, on peut pousser cette tentative de récupération de l'entrepreneur schumpeterien encore un peu plus loin. Cette fois, en reprenant à notre compte l'une des notions les plus célèbres de Schumpeter, qui est celle de destruction créatrice. L'entrepreneur est au cœur de ce phénomène de destruction créatrice qui caractérise le capitalisme, selon Schumpeter. C'est bien l'action de l'entrepreneur qui va générer périodiquement ces périodes de destruction créatrice. Or, ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est précisément de détruire le monde dans lequel nous vivons. Alors, il est déjà pas mal détruit, mais il s'agit vraiment de s'en défaire. Donc, il y a bien un processus de destruction à faire. Et il y a sur cette destruction à créer quelque chose de complètement neuf. Il faut inventer un nouveau monde. Donc, on a plus que jamais besoin, évidemment, des entrepreneurs. Donc, bienvenue à eux dans la décroissance. Alors, je termine. Est-ce que tout ça n'est pas terriblement utopique? C'est la première objection, évidemment, qu'on pourrait faire. Donc, je vais la dégager tout de suite, comme ça on parlera d'autres choses après. Mais est-ce que c'est pas terriblement utopique? Bon, l'entrepreneur est quelqu'un qui justement, est finalement excité par l'utopique. Et bon, donc c'est quelqu'un qui va nous aider. Bon, plus fondamentalement, je crois qu'il faut vraiment renverser l'accusation d'utopie, qui est adressée à peu près à tous ceux qui veulent changer le monde aujourd'hui. L'utopie aujourd'hui, la vraie utopie, c'est de croire qu'une croissance infinie dans un monde fini est possible. Par ailleurs, au point où nous en sommes de la destruction de notre maison commune, de notre oikos, de la terre, la décroissance n'est plus vraiment une option aujourd'hui. C'est pas un choix parmi d'autres. La décroissance est notre proche horizon, soit sous une forme subie et sauvage, c'est l'effondrement dont je parlais tout à l'heure, soit sous une forme volontaire et contrôlée. Ça, c'est le pari de la décroissance. Alors, je crois de moins en moins avec les années, et tu disais que ça faisait des années que je travaillais là-dessus, ça fait 4 ans que je travaille vraiment là-dessus, mais c'est sûr que quand on a le nez fixé sur ces questions, je crois de moins en moins à la possibilité d'une décroissance volontaire, malheureusement. Mais j'y crois encore suffisamment pour venir en discuter avec vous ce soir. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis je vous passe la parole. Waouh, Merci beaucoup Yves-Marie. Comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, on va passer une période de questions, donc vous allez être sûrement nombreux. On va essayer de faire ça de manière semi-organisée. Les personnes qui veulent se prendre la parole, je les inviterai à venir tout simplement dans une ligne qui va se former tout doucement. On va commencer par Diane. Superbe. Attention, prépare-toi Yves-Marie. Ça arrive. Bonjour. Je me présente, je suis journaliste au Journal des Affaires. Donc, je suis fascinée par la récupération de l'entrepreneur. Comme j'interviewe les entrepreneurs tous les jours, donc mes lecteurs veulent savoir sûrement comment vous allez récupérer les entrepreneurs. Bon,
C'est vrai que ma récupération est toute théorique pour l'instant, mais pas seulement. À HEC, qui passe seulement une école d'entrepreneurs. D'ailleurs, les vrais entrepreneurs en général critiquent HEC parce qu'ils trouvent que c'est surtout une école de technocrates. Et ils n'ont pas totalement tort. Mais il y a quand même beaucoup de, il y a des profs qui sont des entrepreneurs dans l'âme, mais il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont des entrepreneurs. Et parmi eux, il y en a quand même de plus en plus qui sont intéressés, touchés par ces questions de décroissance, en fait. Donc notamment, on a développé un programme à la maîtrise qui s'appelle donc gestion en contexte d'innovation sociale, qui ramasse quand même un paquet de jeunes très brillants et qui, pour une part, je pense, correspondent assez bien à la définition de l'entrepreneur chez Schumpeter. Donc des gens qui ont envie effectivement de changer le monde. Donc tout en rompant avec le capitalisme. Donc déjà la rupture avec l'idée de l'entreprise capitaliste, l'entreprise à but lucratif, ça a pas l'air de les décevoir beaucoup, au contraire, ils veulent rompre avec ça, mais dans une dynamique qui est celle de la création, d'innovation, de la mise en place de choses effectivement nouvelles, donc de nouvelles combinaisons, comme dit Schumpeter. Donc en fait, c'est déjà là. Enfin, je pense que beaucoup d'innovations, d'alternatives concrètes, beaucoup de choses qui se font ici, à mon avis, sont faites par des gens qui sont dans cette perspective-là. Effectivement, par contre, la question, c'est comment éviter que le capitalisme récupère ces innovations. Alors, il y a toute la discussion assez vive en ce moment autour de l'économie du partage, de l'économie collaborative. Donc on a quelque chose qui relève de ce nouveau monde dont je parlais un peu tout à l'heure, mais on voit bien à quelle vitesse il peut être récupéré, corrompu aussi par le capitalisme. Donc là, il y a du boulot, il y a effectivement du boulot à faire. Il y a des rapports de force qui sont pour l'instant encore très favorables à ce que on appellerait le capital. Bonjour, je me nomme Justine de Valicourt, j'habite au Danemark. Ce n'est pas une question, mais plutôt peut-être une petite note d'optimisme. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au Danemark, il y a eu 5 sièges aux dernières élections du pays qui ont été attribués à un parti décroissantiste. Donc, il y a de l'espoir. Bonsoir, je m'appelle Gabriel, je suis fondateur de SharingKit. C'est une plateforme de partage pair à pair de biens ménagers. On me pose souvent la question, ok, donc vous essayez de réduire la consommation, donc la production aussi de biens. Qu'est-ce qui va arriver aux millions de gens qui vont perdre leur travail? Donc vous avez touché un petit peu ce point-là, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie? Deuxièmement, moi je réponds, il faut réduire le nombre de robots, mais c'est peut-être pas la solution. Et deuxième question, vous avez parlé aussi de mettre en commun les affaires, mais vous connaissez sûrement la tragédie des communs aussi. Quand on met des choses en commun, on ne va pas les respecter, donc c'est quoi la solution à ça aussi? Merci. Alors, je commence par la deuxième, la plus simple. Donc, cette tragédie des communs qu'on doit à Gareth Hardin, qui est un des textes qui a fait le plus mal probablement de l'histoire de la pensée récente sur la question écologique, parce que Gareth Hardin impose l'idée et a réussi à imposer l'idée, mais parce que finalement, c'était une idée qui était en accointance avec l'imaginaire dominant. Impose l'idée effectivement que des ressources communes, si il n'y a pas un léviathan qui va les protéger, ou s'il n'y a pas des droits de propriété privés qui sont distribués au sujet de cette ressource, elle va être détruite. Tout le travail d'Elinor Ostrom, je reviens sur elle parce que elle est très utile aussi, c'est que elle est reconnue par les économistes, elle a eu ce fameux pseudo prix Nobel d'économie. Tout le travail d'Elinor Ostrom, il est construit notamment contre cette histoire de tragédie des communs. Donc c'est un mensonge historique absolu. C'est-à-dire qu'il y a rien dans l'histoire de l'humanité qui permet de dire que les humains sont incapables de gérer en commun de manière à la fois équitable et durable une ressource, notamment une ressource naturelle. Donc il y a un énorme travail pour tout simplement se défaire de cette idée-là qui fait encore très très mal aujourd'hui. Alors Ostrom est très pratique parce qu'elle a fait un énorme travail empirique, contrairement à ce que fait Gareth Hardin. Gareth Hardin ne fait aucun travail empirique. Il fait un petit texte de 3 pages dans je sais plus quelle grande revue scientifique, mais qui s'appuie sur rien, où il nous balance cette idée-là, mais qui s'appuie sur absolument rien.
Ostrom, c'est des années et des années de travail. Bon, mais on pourrait associer à Ostrom beaucoup d'autres historiens, des anthropologues qui montrent que c'est pas vrai. Les humains sont tout à fait capables de le faire. Sous le capitalisme, c'est autre chose. Mais le capitalisme, là, on est dans une autre forme sociale qui est très problématique, qui effectivement peut nous inciter parfois à avoir des comportements qui peuvent être tout à fait destructeurs. Bon, ça c'est vrai, mais je l'associerais à notre modèle de société, certainement pas à une espèce de nature humaine qui serait en quelque sorte destructrice et autodestructrice. Donc ça c'est la première idée. Sur la question de l'emploi, l'idée c'est précisément de sortir de l'emploi salarié. Donc c'est donner accès, garantir l'accès à tous les humains. L'accès à des moyens d'existence. Donc c'est sortir de cette logique de l'emploi. Donc l'enjeu il est là, c'est comment faire en sorte pour que les humains aient accès à ce que les marxistes appelaient les moyens de production en fait, mais accès pour eux-mêmes, pour produire pour eux-mêmes. Tout le travail, à mon avis, se joue sur ce terrain-là. Ça suppose aussi évidemment de se libérer donc de la technique, vous l'avez dit tout à l'heure, se libérer des robots. Bon, on voit bien notamment aujourd'hui que dans le domaine agricole, on a une agriculture industrielle qui est à la pointe pour ce qui est de la destruction de notre monde aujourd'hui. Donc c'est une agriculture industrielle qui va s'effondrer parce qu'elle est vraiment autodestructrice. Donc il va falloir effectivement se passer des machines qui aujourd'hui font une grosse partie du travail. Il va falloir remettre des humains pour faire de l'agriculture notamment. Donc il y a énormément de champs où il y aura de la place pour du travail, pas forcément du travail salarié. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui sont pas salariés et font des choses qui sont tout à fait utiles aux humains, qui ont des activités qui ont une valeur d'usage tout à fait cruciale, à commencer par les femmes, puisque c'est encore leur cas le plus souvent, les femmes qui sont à la maison. Donc un des grands problèmes qu'on a, c'est de sortir de cette idée que le travail, c'est le travail salarié, et que ce qui a de la valeur, c'est le travail salarié. C'est pas vrai. Ce qui a de la valeur, ce que font énormément de femmes qui n'ont pas d'activité salariée, a une valeur crucial, essentiel. Notre monde ne vit pas sans cette activité-là. Donc l'obsession du PIB, l'obsession de l'emploi salarié, ça nous amène à ne pas reconnaître l'importance de ce travail-là. Donc il y aura pas de problème. Les humains vont s'occuper, les humains vont faire ce qu'il faut pour survivre. La question, c'est de leur donner l'accès à des moyens d'existence. C'est bien parce que ces moyens d'existence ont été concentrés, monopolisés par une minorité, qui sont forcés aujourd'hui de rentrer dans le jeu du salariat. C'est ça qu'il faut rompre. Dans le fond, c'est le fun, parler au micro. Dans le fond, considérant que, en fait, vous disiez que vous étiez de plus en plus pessimiste par rapport à l'idée que ça s'améliore, je pense que vous avez peut-être référé tantôt un petit peu à la société du risque de Beck, dans comment les gens comprennent en ce moment les problèmes, puis qui ont de la misère à aller voir ce qui ne sont pas intuitivement compréhensibles, puis que l'État, en fait, adhère aux idéologies de croissance. Dans la solution, ultimement, dans les raisons peut-être qui font que vous avez encore une part d'optimisme, il y aurait quoi de possible ou qui se change peut-être actuellement qui vous fait croire encore? D'abord, vous êtes encore en vie, vous êtes là, donc ça c'est quand même déjà pas mal. Donc, je parlais tout à l'heure dans les stratégies de la première stratégie, c'est-à-dire les alternatives concrètes. Il y en a énormément en fait. Une grande partie du boulot aujourd'hui, pour nous dans la décroissance, c'est de mettre en évidence ces alternatives concrètes qui se développent un peu partout, d'essayer de les mettre en réseau, en contact, dans l'espoir d'arriver à ce qu'on appellerait une certaine masse critique qui pourrait avoir un effet de plus en plus significatif, sensible sur les conditions de vie de ceux qui y participent et puis au-delà. Donc non, il y a tout un élan. Je parlais tout à l'heure de l'économie collaborative ou de l'économie du partage. Il y a vraiment beaucoup de choses à critiquer là-dedans, mais il y a à la base de tout ça, il y a justement cet élan. Il y a cet élan qui témoigne du fait que les humains, sont pas forcément des sales bêtes qui sont nécessairement en concurrence les unes contre les autres. Les humains ont aussi besoin justement de coopérer, ont besoin d'entraide, ont besoin donc de vivre aussi pour les autres, avec les autres. Et ce phénomène-là me paraît très encourageant. Ça rappelle que c'est aussi au cœur du comportement humain. Donc ça, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer notamment.
c'est pas joué. Tant que, oui, pour l'instant, rien n'est joué. Tout est encore possible. Louis Germain. C'est pas nouveau la pensée des communs. Il y a même le communisme qui a essayé de faire un système avec ça. Marx y avait bien pensé. Pensez-vous vraiment que le principe qu'on constate partout dans la nature, c'est-à-dire la croissance, ça fait partie des plantes, ça fait partie de tout dans la nature. Le problème actuel de la croissance, c'est pas nécessairement la croissance en tant que telle, c'est qu'il y a une énorme population maintenant sur la Terre et que la croissance cherche à nous mener à la surconsommation. Mais est-ce qu'on peut vraiment penser, même si, oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, j'en ai connu beaucoup, j'ai été moi-même entrepreneur, j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs qui n'étaient pas motivés par leur empire personnel et puis leur richesse, mais vraiment motivés par la création. Là. Mais toute cette création-là, puis tout le paquet d'humains qui existent, qui ne sont pas nécessairement aussi purs dans leurs intentions, pensez-vous vraiment qu'on puisse arriver un jour à la décroissance autrement que dans un régime totalitaire? Bon, donc vous nous ramenez sur des dimensions importantes là, de notre vision du monde dominante. D'abord, je pense que le communisme, ça n'est pas les communs. Le communisme repose sur l'idée d'une appropriation collective. Bon, c'était un peu un fantasme. Et bon, il y avait bien un État qui en fait était le propriétaire ultime, mais on est dans une logique d'appropriation et dans un rapport au monde qui est, on l'a vu, qui était au moins aussi destructeur, sinon plus que celui du capitalisme libéral. Donc non, le communisme tel qu'il a été même pensé, je pense, par Marx. Là, il y a des débats autour de ça, mais en tout cas, le communisme tel qu'il a été tenté est très très loin de l'idée de commun. Donc et ne vaut pas mieux que ce qu'on pourrait appeler le capitalisme libéral. Donc ça, ce serait la première remarque. Donc oui, c'est pas nouveau les communs, mais c'est pas un retour du communisme. C'est plutôt une redécouverte d'une capacité humaine qui est bien antérieure à la révolution industrielle, donc à ces grandes idéologies dans lesquelles on est pris aujourd'hui, libéralisme versus socialisme. Bon. Vous dites la croissance est dans la nature. Non, la croissance n'est pas dans la nature. Je ne connais aucun arbre qui croît sans limite. Enfin, il y a un moment, un arbre finit par s'arrêter. Il y a des espèces qui effectivement peuvent proliférer, mais qui vont être arrêtées. Et c'est ce qui va nous arriver. C'est-à-dire que la nature va nous remettre à notre place. Si on le fait pas nous-mêmes, la nature va effectivement nous empêcher, mettre un frein à cette croissance. Donc non, la croissance n'est pas du tout dans la nature. Ce qui est complètement fou, c'est justement de penser que nous pourrions continuer à croître sans limite. Donc c'est plutôt de revenir là à cette espèce d'évidence élémentaire que la croissance sans limite est complètement anaturelle, non naturelle. Bon. Donc vous évoquez un autre problème de fond. Vous l'évoquez donc prudemment, presque subrepticement, en disant mais le problème c'est celui de la population. Bon, donc là on touche évidemment à une des objections très très classiques. C'est qu'il y aurait trop d'humains sur Terre. Bon, ce qu'on va défendre en général dans la décroissance comme idée, c'est que c'est pas le nombre d'humains qui est le problème, c'est surtout le mode de vie de ces humains. Donc, pour le dire avec une formule, il n'y a pas trop d'humains sur Terre, il y a trop de voitures, c'est-à-dire trop d'humains qui veulent vivre avec des voitures, c'est-à-dire vivre avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui. On peut défendre le fait qu'il y ait trop d'humains par rapport à d'autres dimensions, notamment la question de la place, du partage de cet espace avec d'autres espèces vivantes, notamment. Ça me paraît être un argument qu'on peut amener. Mais fondamentalement, je ne crois pas qu'il y ait un problème de population. Le problème de population est plutôt généré par le modèle de civilisation dans lequel on est embarqué. C'est plutôt une conséquence ultime de cette civilisation industrielle dont on fait la critique. Mais c'est effectivement un point de débat essentiel. Si vous pensez que l'être humain est un animal qui désire sans limite, qui en veut toujours plus,
bon bah là on a une espèce d'explication à la croissance, puis on est mal pris parce que vous pourrez bien chasser la nature, elle reviendra au galop. C'est un peu ce qui était implicite à votre remarque, je crois. Donc non, pour moi il y a pas un problème de démographique, on a un problème sociologique, on a un problème de civilisation, on a une civilisation qui est intenable, qui commence à en prendre conscience. Mais donc là, le regard sociologique me paraît très utile, le regard historique, le regard anthropologique, parce que il nous montre que les humains ont vécu de manière complètement différente dans l'histoire de l'humanité. Donc on n'est pas pris par cette façon d'être. L'être humain, s'il a une caractéristique essentielle, distinctive, c'est qu'il est créateur de mondes différents. Donc c'est cette capacité à créer des mondes différents, il n'y a aucune raison de penser qu'elle est éteinte. Alors c'est là où on retombe sur notre entrepreneur, évidemment. Donc mais ça suppose effectivement de reconnaître le fait que on a un problème qui est un problème d'ordre sociologique, et que si nous nous comportons aujourd'hui comme des sales bêtes destructrices, égoïstes, c'est pas parce qu'on l'est de par nature, mais c'est bien parce que ce monde-là génère ça chez nous, hein, et qu'effectivement dans notre monde actuel, on a pas mal intérêt à être une sale bête. Hein. Si on commence à être un peu trop altruiste, on va se retrouver pas mal sur la paille en fait. Hein. Donc toutes les incitations sont là pour nous amener effectivement à adopter des comportements qui sont des comportements qui sont non seulement égoïstes, mais qui vont avoir tendance à se retourner contre nous collectivement. Donc c'est ça qu'exprime Gareth Hardin avec son histoire de tragédie des communs. Oui, tragédie des communs en contexte capitaliste, ça c'est sûr. Bon, mais sauf que avant le capitalisme, il y a eu d'autres mondes, et on peut espérer, je l'espère encore, qu'après le capitalisme, il y aura d'autres mondes. Mais ça, c'est effectivement pas sûr.